Des centaines de drones ukrainiens ont pénétré en Russie. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des dizaines ciblées Moscou ont de nouveau perturbé des vols à destination en provenance de la capitale. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient abattu 286 drones ukrainiens dans 12 régions. On voit que les Ukrainiens prennent des coups, mais ils arrivent visiblement à en donner. Et là aussi, la défense russe n'arrive pas à tout arrêter. Dans le domaine de la guerre aérienne à longue portée, avec ces missiles low cost dans un sens et dans l'autre, très clairement, c'est la souffrance pour les deux camps parce qu'ils n'arrivent pas à se défendre. La grosse différence, c'est que les Russes font souffrir la population, visent les civils pour que les Ukrainiens retirent leur défense du front, alors que les Ukrainiens, eux, ils ciblent réellement des infrastructures militaires, des dépôts de carburant, des dépôts de munitions, des usines et des bases militaires elles-mêmes, qui, malgré toute la défense russe, qui était très réputée avant la guerre, eh ben on voit que ça continue à passer. L'armée est en train de changer. Mais l'évolution qu'on voit, qui est structurelle au niveau de l'Ukraine, qui arrive à avoir des résultats phénoménaux à low cost, avec des systèmes qui sont basse intensité, basse couche, qui ne coûtent pas cher. Un missile de croisière français, ça va être 500 000 euros. Là, on parle de 10, 15, 20 fois moins cher pour obtenir des effets militaires. Par contre, effectivement, s'il fallait taper sur un dépôt de carburant qui est en profondeur, avec où il faut traverser 6 mètres de béton, là, il faut des systèmes comme on les fournit. Le problème, c'est que nous, on n'a que les systèmes de très haute qualité et on n'a pas la masse du low cost tel qu'ils peuvent l'avoir et grâce à laquelle ils arrivent à faire des coups. On voit vraiment pour la première fois que le monde entier apprend à faire la guerre différemment. Cette guerre-là est en train de changer la donne. On a renversé effectivement la table, mais si les Ukrainiens avaient fait la guerre d'une manière normale, ils se seraient effondrés. La disproportion de force, et notamment matériel militaire, ils avaient plus de soldats, mais moins de matériel, était à leur désavantage. S'ils avaient accepté de faire une guerre normale, ils l'auraient perdu. Ils ont gagné la bataille de la mer Noire sans avoir eux-mêmes de bateaux. Ils arrivent à arrêter les Russes jour après jour, malgré une armée qui est plus importante que la leur, simplement parce qu'ils sont en défense et qu'ils utilisent ces drones. Ils ont toujours la domination dans les drones. C'est réellement ça, la clé depuis le début. Toucher certains talons d'Achille. Parmi les cibles figurait l'usine de construction de machines Doubna, impliqué dans la production de technologies d'aviation, de missiles et de drones. Oui, alors, on a eu des dépôts de carburant, on a eu les usines chimiques qui produisaient du carburant également pour certains missiles, on a eu les usines de fibre optique, on a eu les usines qui produisaient des drones Shahed, et là, on a des systèmes d'optique qui ont explosé la semaine dernière. Donc, finalement, le panel, et à chaque fois, c'est ça qui est important, on est sur des sites qui sont bien choisis, qui sont structurants, qui sont stratégiques. On n'est pas... Alors, évidemment, il y a aussi le côté appuyé sur l'économie russe en tapant sur des dépôts de carburant. Et ça, finalement, ça fait un écosystème. On appuie sur l'économie russe et on appuie sur l'aspect militaire. C'est-à-dire qu'on va réduire la capacité offensive de l'armée russe, qui serait encore beaucoup plus forte si jamais il n'y avait pas ces frappes dans la profondeur. Et on appauvrit la Russie en évitant qu'elle puisse exporter son carburant et son énergie. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est NordVPN. Est-ce que vous savez à quel point ça peut être risqué d'utiliser votre téléphone ou votre ordinateur, par exemple quand vous vous déplacez à l'étranger? Si vous utilisez un réseau qui va être public, comme dans un avion, comme dans un aéroport ou dans un hôtel, eh bien il est possible que vos données soient suivies. Et c'est pour ça que NordVPN va chiffrer l'intégralité de votre flux de données pour que vous puissiez garder votre intimité. Mais il y a aussi d'autres options. Par exemple, vous avez la possibilité de continuer à apparaître dans une zone dans laquelle vous ne vous trouvez pas. Si vous êtes en voyage, vous pouvez continuer à utiliser des services comme si vous étiez en France pour continuer à regarder des films et des séries comme si vous étiez à la maison. Et inversement, vous pouvez avoir accès à du contenu qui n'est pas accessible depuis la France pour regarder du sport, de la Formule 1, du tennis gratuitement depuis les pays qui vont le proposer, ou alors avoir des films qui sortent en avant-première aux États-Unis. Ça, c'est sympa. Et parmi tous les serveurs qui sont disponibles, il y en a aussi certains qui ont des capacités particulières. Si vous voulez faire du peer-to-peer, pour télécharger un film en sauvegarde que vous aviez déjà en DVD par le passé, eh bien vous avez un serveur qui est réellement dédié. Il y a aussi des systèmes pour vous protéger contre les malwares, contre les pubs intrusives. Donc pour tous ces services, NordVPN, c'est vraiment le top. Suivez le lien qui est en commentaire de cette vidéo, nordvpn.com/titelman. Comme ça, vous pourrez naviguer en toute sécurité et avoir accès à tous les services dont vous avez besoin. Allez, on retourne à notre sujet. Est-ce qu'il est vrai que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, tout aussi bien que la Russie ou l'Ukraine, n'arriveraient pas à arrêter des vagues de drones? C'est une certitude et aujourd'hui l'Ukraine est beaucoup plus capable que nous de se défendre. Intercepter des centaines de drones kamikazes chaque jour, même si c'est simplement des Shahed, ils le font majoritairement parce qu'ils ont des grosses mitrailleuses qui tirent vers le ciel. J'ai passé des nuits avec eux, on en a zéro, on n'en a pas. Et c'est pas avec nos missiles Aster 10 et Aster 30 qui sont efficaces à 100%, mais qu'on met 5 ans à produire. C'est 5 ans, le temps de début de production et l'assemblage, qu'on peut réussir à intercepter 3000 drones par mois. C'est un tableau fascinant et un peu inquiétant, il faut le dire, parce qu'on découvre qu'une guerre conventionnelle, on n'est pas du tout ni dans le nucléaire, mais enfin, c'est la guerre, est possible en Europe. Elle est en possible. Europe de l'Ouest. On la craint.
et les signes avant-coureurs d'une orientation, une réorientation de l'armée russe vers nous, les installations aux frontières de la Finlande, les viols répétés des frontières de l'OTAN, le fait de tirer sur des hélicoptères en mer Noire, le fait de violer notre espace aérien sans qu'on réagisse au demeurant. Et tout est rebattu. Hein. Qui est faible, qui est fort? Parce que dans ma génération, il y avait quand même des idées. On se disait, voilà, les Américains et les Russes, la Russie soviétique, c'est super puissant. Ensuite, ça descend, etc. Non, là, on voit que tout est possible. En fait, c'est pas le faible et le fort, c'est le fou face au fort. L'OTAN est infiniment plus forte. Si on se laisse 3 mois, qu'on s'organise, qu'on se met face à face dans un champ et qu'on se prépare, on gagne. Si la Russie fait un coup de force et qu'en 2 semaines, elle les décide parce qu'elle a accumulé des centaines de milliers d'hommes sur la frontière, c'est des baraquements. On ne pourra pas maintenir une force équivalente à la Russie dans les pays baltes. Et si en 2 semaines, elle attaque, une fois qu'elle aura reconstitué ses forces après 2 ou 3 ans de cessez-le-feu avec l'Ukraine, nous, on n'a pas le temps de venir en renfort. Et donc reconquérir des territoires qui auraient été éventuellement pris, notamment sur la Lituanie, pour isoler les 2 pays baltes du Nord, c'est ça qui nous fait peur et c'est ça qui fait peur aux états-majors. Est-ce qu'ici, on a sous-estimé l'intelligence tactique des Russes, c'est-à-dire cette stratégie du faible, mais qui sait qu'il va pouvoir provoquer le fort parce que le fort n'osera pas frapper, parce qu'il y a le parapluie nucléaire, ça marche, en partie. Je pense que c'est une erreur de notre part d'avoir reculé sans cesse. Comme les Turcs avaient eu raison d'abattre un avion russe qui avait violé leur espace aérien, ils n'ont plus été embêtés par la suite. Si on l'avait fait dès le début, en 2014, quand ils ont commencé à violer nos espaces, je pense que de la même manière, on serait plus tranquille aujourd'hui. Mais vous évitez un peu la question. Oui, bien sûr, en étant un peu plus courageux, on serait là, mais la Crimée n'est toujours pas libérée 11 ans après. C'est bien que l'OTAN, qui est la plus puissante alliance de tous les temps, n'ose pas affronter la Russie. On a donné nos surplus et quelques échantillons de notre bon matériel, et c'est grâce à ça que l'Ukraine a réussi à tenir. Mais effectivement, on a fait un choix politique, et les Américains en particulier, parce que nous, je pense vraiment qu'on a donné le maximum de ce qu'on pouvait. Il y a eu un choix politique américain de ne pas laisser l'Ukraine gagner. Quand ils ont empêché les Ukrainiens de taper sur les Russes qui évacuaient Kherson, c'est un choix américain qui a été officialisé en octobre dernier. Donc on n'a aussi pas donné le matériel nécessaire aux Ukrainiens pour gagner quand ils avaient les grandes contre-offensives, par peur d'un effondrement russe, par peur d'utilisation de l'arme nucléaire. Toutes leurs lignes rouges qu'ils ont énoncées depuis le début et qui finalement étaient bidons. On ne vous avez pas le droit de donner d'artillerie, c'est fait. Vous n'avez pas le droit de donner d'équipements de mêlée comme les chars, pas d'avions de chasse, pas de missiles longue portée, pas de tir sur notre propre territoire russe. Tout ça, c'est du passé. Jusqu'où peut aller ce calcul? Si demain ils tentent une opération dans les pays baltes, est-ce qu'on peut imaginer, c'est leur calcul toujours, hein, des gens comme Gerasimov, qui peut-être sont des militaires vieille manière, mais qui ont théorisé ça. Peut-être que l'Occident n'osera pas engager trop loin les armées parce qu'on ne veut pas tomber dans le nucléaire. Aujourd'hui, il n'y a aucune chance que la Russie puisse avoir la masse de manœuvre pour nous attaquer. Mais s'il y a effectivement une pause opérationnelle de 1 an ou 2 en Ukraine et qu'ils continuent à recruter et à produire du matériel au rythme qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont 5-6 000 blindés, 1 million d'hommes, 25 000 missiles de croisière, et ça, c'est suffisant effectivement. Je crois en aucun cas que les pays d'Europe ne réagiraient pas s'il y avait un assaut russe. Simplement, nous, on met 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant d'arriver sur place. Surtout si, tel que ça a été révélé dans les fuites, les Russes ont bombardé nos aéroports, nos trains pour nous empêcher de... Mais pardon, réagir, ça veut dire quoi? Ça veut dire mener une guerre conventionnelle avec des contingents contre des contingents, ou ça veut dire frapper de manière beaucoup plus audacieuse à l'intérieur de la Russie? Si la Russie attaque l'Europe, et donc attaque l'OTAN, nécessairement il y aura des frappes dans la profondeur russe, et pas limitées à 300 km comme c'est les Ukrainiens qui le font. On tapera beaucoup plus dans la profondeur. Ceux qui montrent leur volonté en ce sens-là sont les Allemands. Il y a un changement complet des Allemands, comme si tout à coup ils se sentaient eux-mêmes menacés. Hein. Ils le sont de différentes manières, sous le niveau de la létalité et sous le niveau de la guerre aujourd'hui, mais ils savent très bien qu'ils sont dans les pays qui devront se défendre. C'est pour ça que les Allemands placent des hommes directement sur le territoire des pays baltes pour être le plus proche possible des Russes, pour être capable de les freiner le plus rapidement possible. Il y a comme un affolement allemand. Moi, ça me frappe. Il y avait cette attitude allemande un peu, d'abord, ils ont des traits philo-russes. Ils se sont gavés de gaz russe. Et là, tout à coup, ils se disent, les Américains ne nous protègent plus autant qu'avant. Oui. Peut-être que nous allons devoir retrouver notre fibre militaire. C'est dommage qu'ils n'aient pas écouté la France depuis un demi-siècle qui leur disait ce serait bien d'être puissant aussi de votre côté au cas où les intérêts américains et les Européens ne seraient plus alignés. Donc oui, les Allemands le font. Mais encore une fois, s'il y avait un front qui s'ouvrait du côté OTAN, du côté Europe, il faut comprendre que ce qu'on a donné à l'Ukraine, c'est 15, 20, 30% de nos stocks dans certains domaines. C'est-à-dire que si jamais il y a des missiles Scalp qui devaient être utilisés, on en a 3, 4, 5 fois plus que ce qu'on a donné à l'Ukraine. Donc la masse serait évidemment encore plus en faveur de nous que des Russes dans le cas actuel. Les Russes sont extraordinairement sensibles à ça. Des armes allemandes, notamment, qui pourraient frapper à l'intérieur de la Russie. Écoutez Lavrov, leur ministre des Affaires étrangères, qui visiblement trouve ça très, irritant.
L'implication directe dans la guerre par l'Allemagne est un fait. L'Allemagne est en train de refaire les mêmes erreurs qu'elle a déjà faites plusieurs fois au cours du dernier siècle et qui l'ont menée vers son effondrement. J'espère que les hommes politiques responsables de ce pays en tireront les bonnes conclusions. Il faut arrêter la folie. Xavier Titelman, Il faut arrêter la folie. ils savent que là, c'est un point très sensible. Mais ils veulent arrêter la folie. Pourquoi est-ce que les Allemands fournissent de nouveaux systèmes ? Parce que les Russes n'ont pas accepté la mise en place de cessez-le-feu qu'a accepté au mois de mars Zelensky. Et donc tant que la Russie continuera à monter en tension, il y a une forme de rééquilibrage. C'est jamais une montée ou une provocation ou une agression de la part des Allemands et des alliés de l'Ukraine. C'est simplement, on suit avec beaucoup de retard les catastrophes et les agressions et les assauts et les morts que provoque la Russie. Ils veulent la paix ? Très bien. Les Russes peuvent l'obtenir ce soir, cette paix. Mais tant qu'eux continueront à faire pire, nous, évidemment, on fournira toujours plus de matériel aux Ukrainiens. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils n'ont pas si peur que ça, apparemment. S'ils avaient vraiment peur, ils saisiraient la main du cessez-le-feu. S'ils n'avaient pas peur, ils n'en parleraient pas non plus. Mais je pense qu'ils sont aussi avec un chef qui a une forme de fuite en avant, que si aujourd'hui Poutine décide d'arrêter, son gouvernement va tenir, l'économie ne va plus tenir, donc il y a une forme de... Ils n'ont pas réellement le choix que de continuer cette guerre aujourd'hui. Et puis, s'ils arrêtent la guerre sans avoir pris les 4 oblasts qu'ils ont officiellement annoncés, ce sera considéré comme un semi-échec. La masse de soldats qui est organisée par les Russes aux portes de l'Europe, on le découvrait hier soir déjà, d'autres informations, précisions nous arrivent aujourd'hui, c'est 125 000 hommes qui sont massés aux portes de l'Europe, des attaques qui seraient possiblement menées, y compris contre Kharkiv, la grande ville à l'est de l'Ukraine, il y a 1 million d'habitants. L'année dernière, les Russes avaient fait exactement la même chose. Moi, je suis convaincu que les Russes vont tenter une dernière fois de faire une grande offensive en espérant avoir plus de succès que l'an dernier, quand en avril-mai 2024, ils ont tenté de prendre Kharkiv et les Ukrainiens ont réussi à les bloquer. Alors qu'à l'époque, les Ukrainiens avaient moins d'artillerie, moins d'obus et qu'ils n'étaient pas capables de brouiller les bombes planantes. Donc aujourd'hui, si les Russes ont une masse de manœuvre avec 50, 60 000 hommes, c'est pas quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Et donc, si réellement il y a une accumulation d'autant d'hommes sur le terrain, les Ukrainiens, de leur côté, ils ont aussi une réserve stratégique. Ils ont aussi miné. Donc, toute la préparation qui a eu lieu, je pense que cette offensive sera un échec. En tout cas, je le souhaite, mais je pense réellement que les Ukrainiens sont mieux préparés que l'année dernière, même si les Russes avaient plus de matériel. Ce sera un échec, et c'est seulement à la suite de ce futur échec que les Russes commenceraient à réellement considérer un cessez-le-feu. Tout ça se passe sous le parapluie nucléaire russe pour les Russes. Ce sont les révélations dont on a parlé tout à l'heure du Spiegel. Il faut s'y arrêter vraiment parce que pendant des mois, les enquêteurs ont épluché des millions de documents sur les achats militaires russes pour mettre la main sur des plans secrets d'installation nucléaire. Alors, il y en a un peu partout dans le pays. La Russie procède à la modernisation de son infrastructure de missiles, notamment près de la frontière du Kazakhstan, selon ces documents classifiés. Les images satellites analysées par le groupe d'enquête danois Danwatch et par le gros journal allemand donc Der Spiegel. On va voir quelques-unes. Alors, il y en a des centaines, même des milliers, mais quelques-unes de ces images satellites. Expliquez-nous, ce que dit le Spiegel, c'est qu'on y voit même les capteurs sismiques, les circuits électriques, les réseaux de caméras, les portes résistantes aux explosions. C'est-à-dire qu'on sait exactement quelles sont les forces et faiblesses du système de défense, qui veut dire les capteurs pour voir arriver des missiles, les systèmes de protection, même les ventilations, même les posters qu'on a sur les murs, même les équipements sportifs qui ont été achetés, on sait tout de A à Z. Quelle est l'évacuation des toilettes? On sait tout. Donc en fait, si on voulait mettre à mal leur système de détection, on sait exactement où sont les radars maintenant pour les empêcher de fonctionner. Donc globalement, je pense que c'est la pire fuite de documents classifiés de l'histoire militaire mondiale. Tous les journalistes, toute la population a le même niveau de connaissance que peut-être les agents de la CIA jusque-là. Comment expliquer l'importance des silos? Moi, j'avais cru comprendre que maintenant les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et on va parler du Rafale avec un pilote de Rafale qui va nous rejoindre dans quelques instants, portaient l'arme bien plus que les silos classiques. On voit qu'ils continuent beaucoup à parier sur les silos. En volume. Alors les sous-marins nucléaires coûtent très très cher à mettre en œuvre. Donc en fait, ils en ont à peine une dizaine, un peu plus, 13-14 peut-être de mémoire. Et donc chacun de ces sous-marin peut porter une dizaine, quinzaine, 16 missiles nucléaires. Et donc finalement, c'est vrai qu'à la mer, il y en a très très peu. La Russie dit qu'elle a à peu près 5000 missiles nucléaires, 5000 têtes nucléaires, un peu plus de 1500 qui sont déployés. Et donc oui, l'immense majorité, c'est plutôt du sol-sol. Alors ça peut être effectivement depuis des silos, tirés depuis des sortes de gros véhicules, comme pour le Topol, tirés depuis des systèmes qui vont se déplacer sur des rails. Mais globalement, l'immense majorité de leur capacité nucléaire, c'est ça. Et c'est après les missiles qui vont être lancés depuis des bombardiers stratégiques. Si on s'arrête un instant sur les images satellites, vous avez l'œil évidemment beaucoup plus exercé que nous. Qu'est-ce qu'on peut distinguer sur des images satellites de ce genre? Alors, on va les afficher.
Ce qu'on voit globalement, c'est l'évolution du terrain sur lequel on a de nouvelles constructions. Ça veut dire des extensions. Ça veut dire qu'ils sont plus simplement en train de rénover leurs équipements traditionnels. C'est que potentiellement, ils remplacent une base avec 1 ou 2 silos pour en mettre 4 à la place. Une grosse extension du site. C'est là. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement plus de stockage qui est possible, plus de missiles, si on parle par exemple d'une base aérienne, plus de logistique pour pouvoir remettre en œuvre rapidement. On a tiré, on prépare déjà la salve suivante, plus de monde qui vont être capables de se cacher en dessous. Peut-être que c'est des centres de recherche. Alors là, en l'occurrence, il y a tellement de photos qui ont été diffusées qu'on ne sait pas exactement à laquelle ça peut correspondre. Mais on voit des investissements dans le nucléaire qui ont été facilement confirmés à partir de 2018, quand Poutine avait fait ce grand discours avec les nouvelles armes stratégiques, etc. Et les futures armes, comme le Sarmat, dont on a parlé plusieurs fois, dont le développement est quand même difficile, avec des échecs, avec des tirs manqués, avec des explosions sur le pas de tir. Mais dans tous les cas, eux, ils mettent les moyens pour déjà renouveler leur parc nucléaire, parce que ces missiles étaient en train d'arriver en fin de vie. Il y a une forme d'hystérie nucléaire. Ces bases ont été reconstruites de toutes pièces, des centaines de nouvelles casernes, tours de guet, centres de contrôle, entrepôts, des kilomètres de tunnels souterrains. Il faut rappeler que la Russie est le plus grand pays de la Terre. Même, je crois qu'ils ont perdu 25% après la chute de l'Union soviétique, mais c'est encore le plus grand pays de la Terre. Ils avaient de la marge. Et ils avaient de la marge, comme vous dites. Et partout, ils truffent leur pays de nucléaire. Mais alors, c'est très bien qu'ils fassent des investissements et qu'ils gaspillent leur argent sur quelque chose qui n'est pas utile dans leur guerre en Ukraine, et tant mieux s'ils continuent. Mais ce qui est maintenant dramatique pour eux, c'est qu'ils doivent repartir de zéro. On sait où sont chacun de ces tunnels. On connaît la position GPS, on peut les détruire. Enfin, on peut. S'il y avait une guerre réelle, ils n'ont plus rien de secret. Ni leurs avions, ni leurs bases secrètes, ni leurs bases lanceurs d'engins. Alors oui, effectivement, mais les Américains ont certainement... C'est pas négligeable, disons, soyons honnêtes. Bien sûr, mais tous ces investissements, tous les efforts, tous les dizaines de milliards de dollars qu'ils ont investis aujourd'hui, on peut considérer que, n'étant plus secrets, ils sont visables, enfin, targetables, je ne sais plus comment dire, le ciblé relativement plus facilement que ce qu'on pouvait avoir par le passé, et donc ils doivent quasiment repartir de zéro. Le chancelier Kohl disait l'Union soviétique, c'est la haute volta, un pays africain pauvre, muni de missiles. On dit aussi c'était une station-service avec des missiles. Il y a quelque chose de là, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés économiques considérables, mais ils investissent massivement sur l'arme nucléaire. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, leur armée conventionnelle ne fait plus peur. On l'avait surévalué. On avait surévalué leurs missiles, leurs avions, leurs hélicoptères. Et elle s'est effondrée en Ukraine, n'a pas été capable de conquérir ne serait-ce que le Donbass au bout de 3 ans de conflit de haute intensité. Et à côté de ça, pour continuer de nous faire peur, effectivement, ils veulent avoir une capacité de dissuasion. Je ne me frotterai pas à la dissuasion russe. Même s'il y en a la moitié qui ne marche pas, ça fait toujours 500 missiles qui sont capables de toucher l'Europe. Ouais. Donc globalement, s'ils abandonnent ou s'ils arrêtent d'investir, ils disparaissent de la cour des grands et deviennent une armée qui sera plus petite que celle de la Chine, et ils se veulent encore aujourd'hui être la deuxième armée du monde, même si sur le terrain, effectivement, elle ne le serait certainement plus. Vous êtes un très bon connaisseur de ces choses. Ce qui frappe, c'est qu'il y a toujours une marge d'incertitude. Le YARS, ça fait quelques jours maintenant qu'on a des informations sur ces missiles YARS, et ça paraît très primitif quand on voit ces images, ces gros camions qui roulent dans la forêt. On se dit que logiquement, le renseignement américain doit être au courant. Et tous les spécialistes nous disent non, peut-être qu'on peut tirer des YARS et la France ne serait pas prête à les intercepter. Alors, le problème du YARS, c'est justement que c'est une évolution d'un système précédent, parce que c'est au bout de 40 ans d'avoir ces camions qui traînent dans la neige. Oui, il faut déjà les remplacer. Pas forcément pour monter en capacité, pas forcément pour monter en volume, mais simplement un missile que ça fait 30 ans qu'il y a le carburant qui est à l'intérieur, il faut le changer. Et donc le YARS, qui est la future génération, mais qui avait été en partie conçu aussi avec les Ukrainiens, a priori les différents essais qui ont été réalisés sont des échecs. Et donc, oui, aujourd'hui, quelque chose qui est fixe, qui est facile, qu'on connaît, qui est bien installé, surtout avec ces fuites, on sait où frapper pour l'empêcher. On sait, mais les généraux nous disent certains de ces missiles pourraient toucher l'Europe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Bien sûr, mais alors si les Russes envoient leurs bombes nucléaires sur l'Europe, tout le monde est mort. Et les Russes aussi sont morts d'ailleurs, parce que dans l'autre sens, on les rasera de la même manière. Mais les YARS sont capables justement d'assurer une certitude que c'est des installations qui sont mobiles. Et donc, logiquement, c'est fait pour être dispersé sur le territoire. Et il faut des photos satellites. C'est pas possible de les suivre en temps réel partout sur le territoire, parce qu'ils en ont réellement des dizaines et des dizaines.